C'est officiel depuis le 20 janvier dernier. Félix Tshisekedi a officiellement prêté serment et a été investi président de la République. D'entrée, quel est votre sentiment, vous qui êtes à la diaspora aujourd'hui, par rapport à cette situation? Sur l'apparence, ça s'est bien passé. Donc, on ne peut pas le nier. De l'apparence comme ça, tout s'est bien passé. C'était bien. On a vu les militaires, comme ma sœur a dit. On a vu les avions, tout ça, c'était beau. L'apparence était beau. Mais au fond, je reste quand même mitigée par rapport à ça. Ouais. Mais pourquoi chaque fois on doit toujours sacrifier pourquoi chaque fois nous devons toujours faire le culte de ce bain de sang pour que le Congo aille de l'avant? C'est vraiment une très belle expression démocratique. Voir les élections se passer dans ce cadre-là, sans bain de sang, sans violence et tout. Pour moi, c'était vraiment une fierté. Tant aussi longtemps que le Congolais ne mange pas à sa faim, pour moi, il y a pas à glorifier qui que ce soit, il n'y a pas à glorifier quoi que ce soit. Parce que si on te met au pouvoir, c'est dans le but de subvenir aux besoins de ta population. C'est dans le but de tout gérer. Donc, tant que tu n'as pas réussi cela, même si les gens avant toi, moi, je ne regarde pas ceux qui ont été là avant lui, je regarde lui. Tu dois faire mieux que les gens qui ont été là avant toi. Chers auditeurs, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast Bokota Real Talk qui a pour thème aujourd'hui l'avenir du Congo sous un deuxième règne du président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de rester connectés jusqu'à la fin afin de nous partager vos avis dans la section commentaires. Partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous pour nous soutenir à continuer à faire ces genres de contenus. Et pour les amateurs de balado, nous sommes aussi disponibles sur les plateformes d'écoute, en l'occurrence Spotify. Et bien, pour échanger sur ces sujets, j'ai avec moi des invités que vous allez sûrement reconnaître et que je vais inviter à pouvoir se présenter. Je vais commencer ici. Bonjour, c'est Nive. Je suis journaliste, productrice de contenu éducatif et publicitaire. Je suis également artiste musicienne engagée. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation à Bokota TV. Merci, ça nous fait plaisir de vous recevoir et j'espère que ça sera une très belle discussion. Absolument. Voilà. Et ici, monsieur. Bonjour, moi c'est Nelson. C'est juste moi, donc un jeune Congolais qui est là, puis enchanté, bonjour. Bienvenue. Et enfin à droite ici. Bonjour à tous, moi c'est Marlène Kabokola, plus connue sur le nom de Lena Baxter. Je suis une activiste passionnée du Congo. Je suis également gestionnaire immobilière et voilà, j'ai plein de casquettes. Voilà, vous comprenez, ça nous fait en tout cas énormément plaisir de savoir que nous avons des invités de qualité avec nous aujourd'hui. Mais juste une chose avant de commencer, si vous pouvez juste augmenter un peu les sons de la voix. Question de permettre à tout le monde de vraiment bien nous entendre. Mais avant de commencer, on va faire un petit cheers. Question de rentrer dans le bain et d'espérer que tout va bien se passer. Voilà. Cheers. Voilà. On va débuter avec, je vais débuter avec la première question. C'est officiel depuis le 20 janvier dernier. Félix Tshisekedi a officiellement prêté serment et a été investi président de la République. D'entrée, quel est votre sentiment, vous qui êtes à la diaspora aujourd'hui, par rapport à cette situation? Je commence avec vous. Moi, je dirais que nous sommes d'abord Congolais, nous sommes patriotes. C'est un aspect que nous ne devons pas oublier. C'est notre pays. Il prête serment, eh bien, ça fait partie de nos fiertés. Il y a beaucoup de représentants officiels, des autorités qui quittent de par le monde pour arriver au Congo. Ça nous donne une très grande vitrine, une visibilité énorme. Le monde entier est tourné vers le Congo, on nous regarde. Et quand le monde se tourne vers vous, en même temps, c'est aussi une occasion où vous pouvez vous vendre. Donc, cette investiture du président était une occasion pour nous de faire parler de notre pays, de lever plus haut le flambeau du Congo, le blason de notre pays. Et en regardant les images à la télévision, moi je les ai regardées plus tard, j'étais émue de voir qu'il y avait des choses qu'on ne voyait plus. Des militaires avec des tenues présentables, pas de tenues déchirées, des bottes mal mises. On voyait qu'on avait mis du soin dans ce qu'on nous présentait à la télévision.
Il y avait un cadre approprié pour tous ces invités. Ça nous donne beaucoup de fierté qu'on n'avait plus. On avait perdu ce genre de fierté-là. Maintenant, il reste l'avenir, comme le sujet le dit, mais d'entrée de jeu, ça a élevé quand même notre niveau de fierté en tant que peuple. Élever notre niveau de fierté en tant que peuple. J'aime en tout cas cette façon d'avancer cet argument. Merci. Et je vais venir ici avec vous. Quel a été votre ressentiment par rapport à cette investiture? Pour ma part, moi, j'étais très fier de mon pays parce que il y a longtemps, on voyait plus des coups d'État, beaucoup de choses qui se passaient et rares ont été les fois où on a vu des élections démocratique, si on peut le dire comme ça. Et pour moi, c'était vraiment une fierté de voir mon pays porter une autre robe. Et j'ai vraiment été content, non seulement parce que c'était le président Félix, mais parce qu'il y a eu des élections sans violence, sans rien. Donc, c'était vraiment des élections assez apaisées et c'était une fierté. Puis aussi, le fait que ça soit le président Félix, déjà pour commencer, est-ce que un président ne peut pas tout changer en un seul mandat. Et le voir faire un deuxième mandat pour déjà ce qu'il avait fait au premier mandat, je me disais que il y avait de l'avenir pour le Congo. Pensez-vous que c'est juste, désolé de vous couper en tout cas, je pense on va revenir dans ce que vous voulez aborder, mais si on peut d'abord rester vraiment dans ces sentiments en tant que Congolais vivant dans la diaspora, donc c'est plus une fierté pour vous aussi. Exactement, c'est vraiment une très belle expression démocratique. Voir les élections se passer dans ce cadre-là, sans bain de sang, sans violence et tout. Pour moi, c'était vraiment une fierté. Une fierté de deux avis déjà. Et ici, pour vous, Léna? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas suivi. Pour être honnête, je n'ai pas suivi le déroulement de l'investiture parce que déjà, pour moi, c'est de l'imposture. Okay. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à suivre une élection, une investiture qui, dès le début jusqu'à la fin, a été pour moi catastrophique. Mais toutefois, j'ai quand même vu des images circuler sur les réseaux. Et à voir ça, c'est vrai que sur l'apparence, ça s'est bien passé. Donc, on ne peut pas le nier. De l'apparence comme ça, tout s'est bien passé. C'était bien. On a vu les militaires, comme ma sœur a dit. On a vu les avions, tout ça, c'était beau. L'apparence était beau. Mais au fond, je reste quand même mitigée par rapport à ça. Ouais. Donc, rapidement, si je dois rappeler quand même les contextes, il arrive au pouvoir, le président Félix Tshisekedi, déjà pour une première fois, le 30 décembre 2018, des élections contestées, pour d'autres, un accord secret avec l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que, selon vous, les départs étaient déjà bien faits pour considérer en tout cas ce qui s'est fait aujourd'hui comme étant une suite logique par rapport à ces départs de l'année 2018. Je vais commencer ici, puis on va aller comme ça avec vous, Léna. Bon, le départ est toujours très important. Hein. Oui. Tu peux pas commencer quelque chose, même si c'est vrai qu'on dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais là, il s'agit quand même d'un pays. Il s'agit quand même, on parle pas de ta propre vie, mais on parle de gérer toute une nation. Donc le départ, déjà pour moi, ça n'allait pas. Donc quand on suit maintenant, on lui donne une chance. On s'est dit bon, ça va. On te donne une chance de gérer. Quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis son premier mandat et jusqu'à maintenant. Pour ma part, je vois pas pourquoi on va lui donner un deuxième mandat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a quand même des choses de base. L'excuse que la plupart des gens donnent que, voilà, le Congo était géré par Kabila pendant 18 ans. C'était le catastrophe. Comment il peut pas tout changer en 5 ans? Moi, je trouve que c'est vrai qu'il peut pas tout changer en 5 ans, mais on doit demander le meilleur. Donc, on doit s'entendre à ce qu'il donne son maximum. Et pour moi, il n'a pas donné son maximum. La société civile est toujours dans comment il était avant. Donc, c'est pas parce qu'il a construit des immeubles, qu'il a fait, je sais pas, quelques routes, que pour ça, on va lui donner un deuxième mandat. C'est pas parce que il a fait, je sais pas moi, comment on appelle ça? L'événement là. Non, l'événement qui a fait parler la francophonie là. Oui, comme j'ai dit, l'apparence est là. Mais au fond, il y a des choses qui ne marchent pas. Et pour ça, ce sont des choses qui sont très importantes, qui sont capitales pour la vie d'un Congolais. Et pour ça, pour moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on lui donnait un deuxième mandat. Donc, pour vous, les fonds, oui, en tout cas, étaient catastrophiques. Le fond, c'est les Congolais eux-mêmes. C'est la population congolaise. Si moi, je ne regarde pas le building, si la population congolaise ne mange pas sa faim, pour moi, il a échoué. OK.
Parfait. Là, en tout cas, c'est l'avis des Léna. En tout cas, je pense on va revenir sur ça. Et là, on va enchaîner avec vous, Monsieur Nelson, les départs depuis déjà pour ses premiers mandats en 2018 et aujourd'hui. Pensez-vous que c'est une suite logique et entre tout ce qui s'est dit, accord secret, pensez-vous que les départs étaient déjà bien lancés pour Félix Tshisekedi? Très sincèrement, moi dès le départ, bizarrement, j'étais pas trop Félix Tshisekedi, au fait. J'étais Fayulu. Je me rappelle même quand, supposément, il a triché les élections. Moi, j'étais fâché. Je suis allé sur mon Facebook. J'ai mis la photo de Fayulu parce que pour moi, Fayulu, c'était... Le vainqueur. Il incarnait, voilà quoi, le changement. Pas nécessairement le vainqueur, mais pour moi, il incarnait le changement. Parce que c'était quelqu'un que je suivais quand même assez beaucoup et que je trouvais qu'il était quand même... il avait des points de vue quand même assez... et je sentais l'aspect radical chez lui que j'aimais bien. Et j'étais Fayulu. Et oui, non, au début, je donnais pas trop de chance à Félix Tshisekedi parce que pour moi, je me disais, bon, déjà ce qui s'est passé à Genève, les opposants ensemble, et ce qui paraissait, que c'est Félix Tshisekedi qui avait pris le bord et il avait séparé les autres. Donc le fait qu'il ait séparé les autres, pour moi, je trouvais que bon, c'était un peu bizarre. Donc je prenais plus la partie de Fayulu. Mais dès que les choses ont commencé à évoluer, j'ai commencé à voir quand même qu'il y avait beaucoup de volonté chez lui, beaucoup de comment je peux dire, beaucoup de je voyais quand même cet amour pour le Congo qu'il avait. Exactement. Je voyais quand même beaucoup d'amour qu'il avait pour le Congo et ça commençait à me faire pencher vers lui et Fayulu un peu moins, surtout pour ses prises de positions avec le temps. Et aussi, parce que comme je dis au début, juste le fait de voir les élections se faire sans bain de sang, sans violence dès le début, pour moi, j'étais quand même assez content. Pour moi, je trouve que on martèle pas trop là-dessus parce qu'on voit pas de là où l'on vient. Okay. Tu vois. Donc, pour moi, déjà voir d'abord les élections au Congo se faire dans ce sens. On est habitué par les coups d'État et tout ce qui va avec, mais les élections, comment elles se sont faites, pour moi, c'était déjà une bonne chose. Mais juste une question avant de pouvoir passer de l'autre côté. Vous mentionnez l'évolution dans vos dires tantôt. Que voulez-vous dire concrètement par évolution par rapport à ses départs et par rapport à ses premiers mandats de Félix Tshisekedi? Il faut d'abord savoir que le Congo est un pays très convoité. Okay. Dès le départ, quand on regarde vraiment l'histoire du Congo, partant de Kasavubu, comment on a pris l'indépendance et tout ce qui va avec, ça a toujours été des moments de tension. Okay. Tu vois, et quand on regarde vraiment l'évolution, Kasavubu, Lumumba, Mobutu, tout ce qui s'est passé, Kabila le père, c'est tout le temps des coups d'État, c'est tout le temps des moments vraiment de tension. Et les élections, même en Afrique en général, c'est des moments de tension. Par contre, quand en 2018, il y a eu les élections avec Félix Tshisekedi, passation de pouvoir et tout, on a quand même vu un semblant de paix, un semblant d'apaisement. Okay. Et pour moi, c'est déjà un avancement. Oui, on peut pas tout avoir d'un coup, mais il faut quand même apprécier les évolutions. Et pour moi, c'était quand même appréciable, en fait. Voilà, très appréciable. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous partagez les mêmes avis que les deux autres intervenants? Oui et non. Et je pense que l'être humain en général a tendance à avoir une mémoire sélective. Okay. L'être humain va retenir ce qui l'arrange, okay. En fait. Ce qui ne l'arrange pas dans sa mémoire, il va faire en sorte qu'il puisse carrément l'oublier ou l'ignorer ou l'effacer de sa mémoire. C'est comme une femme, une fille qui a connu le viol peut décider dans son esprit de supprimer cet épisode de sa vie. Non pas qu'elle n'a pas vécu ça, mais c'est tellement dur, douloureux que pour elle, elle préfère considérer qu'elle ne l'a jamais vécu. Okay. Alors, l'être humain est un peu comme ça. Moi, je me souviens pertinemment, et ce sont des choses que je ne peux jamais oublier de ma vie. Je me suis rasé la tête pour compatir à la douleur des femmes. Des femmes qui voyaient leurs enfants morts, massacrés dans la ville de Kinshasa et au-delà de la ville de Kinshasa, dans tout le Congo, par le gouvernement, le régime de Kabila. Et le régime de Mobutu a fait énormément de dégâts
qu'on ne pourra même pas comptabiliser. D'autant plus qu'à l'époque, on n'avait pas de caméra ni de cellulaire pour archiver ces choses-là. Mais des gens qui ont vécu ces situations-là en parlent. Et il y en avait qui le disent, qui l'ont tellement exprimé qu'on pouvait comprendre. On était jeunes, on a grandi. Quand je vois parfois des gens applaudir, regretter le président Mobutu, je respecte à sa mémoire. Parfois, moi, au fond de mon âme, je pleure. Je dis, nous décidons, nous, de retenir ce que nous voulons et d'oublier ce que nous voulons oublier. Et certes, il y a une infime partie de la population qui a bénéficié des bienfaits du régime de Mobutu. Mais c'est vraiment une minorité par rapport à une majorité écrasante. Alors que le président Mobutu avait la possibilité de faire du Congo un pays qui devait être envié par tout le monde. On n'a pas bénéficié de ça. Quand Kabila arrive, nous entrons dans le même cheminement. À part Kabila père qui a commencé quelque chose. Après avoir livré le pays, lui-même en allant chercher l'armée rwandaise pour le mettre derrière lui. Après, il en a payé de sa vie. Joseph Kabila prend le relais. Il nous fait pire que ce que nous avons vécu au temps de Mobutu. Okay. Nous avons décidé d'oublier ça de notre mémoire pour nous venger contre un certain Félix Tshisekedi qui ne méritait pas cette place-là. Beaucoup vont parler de deal, comme je vous entends dire. Oui. Moi, je préfère une entente à l'amiable plutôt qu'une bonne guerre. Quand les gens vont répéter, il y a eu un deal. Honnêtement, je ne sais pas. Jusqu'à présent, nous avons attendu les preuves de ces deals. Nous n'avons pas vu. Mais si il y a eu deal, moi, personnellement, je préférerais ça plutôt qu'à ce à quoi on s'attendait en ce moment-là. N'oublions pas, nous avons appris que du côté de Brazzaville, il y avait déjà une armée positionnée pour bombarder la ville de Kinshasa au seuil des élections. Nous avons appris que l'armée russe avait déjà positionné ses militaires tout autour au cas où les élections n'allaient pas en faveur de tel ou de tel parti. Alors, si aujourd'hui, pourquoi je reviens à cet historique? C'est parce que vous parlez de l'évolution. Oui. Vous dites où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et tout le monde est en train d'incriminer Félix comme quoi il y a eu deal, il a fallu les élections. Nous avons vu à Congo-Brazzaville ce qui s'est passé avec Lissouba et Sassou. Oui. Dites-nous qui a remporté les élections et qui dirige le Congo aujourd'hui. Nous avons vu combien de morts il y a eu. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait rester à la tête du pays. Sassou même, qui ne méritait pas ces élections, a fait ce que nous avons vu et les gens sont partis, les gens sont morts. Moi, aujourd'hui, là, je vous dirai qu'il y a eu cette évolution-là. Mais nous avons décidé et nous voulons montrer, en fait, qu'il n'y a rien eu. Absolument rien, parce que notre ego à nous a souffert du fait que ça ne soit pas peut-être le candidat notre candidat favorite. Mais nous n'avons pas pensé au bien-être de cette population-là. Moi, j'avais mon nom dans la liste noire de ceux qui ne pouvaient plus mettre leurs pieds au Congo. Je me souviens lorsque j'ai fait la chanson Cri de la femme. Ngai mosi pamba o nakima wapi o tikana la tapili o nakata suki o elembo ya kitoko na ngai ebeba na ba massacre ya Congo elembo ya kitoko na ngai ebeba na ba viol à répétition kolela na ngai commandé lipa o. Il y a des amis qui m'ont dit, toi oublie le Congo. Okay. Tu mettras plus tes pieds là-bas. J'ai dit, je mettrai les pieds dans ce pays-là. C'est mon pays. Kabila a été au pouvoir. On ne pouvait plus s'imaginer que nous, en étant dans la diaspora, on pouvait retourner un jour au pays avec toutes les actions que nous étions en train de poser ici. Nous avons mobilisé des pasteurs, des combattants pour trouver des solutions. Nous étions rendus au point où nous n'avions plus de solutions. C'est nous qui commencions à nous battre pour chercher comment on pouvait sauver notre pays. Nous étions rendus là. Personne n'avait eu la solution. Personne.
Et puis, les élections se font et il n'y a pas eu bain de sang. Il n'y a pas eu bain de sang. Les élections se sont faites et Félix est allé au pouvoir. Il n'avait pas de majorité, ni au Sénat, ni au Parlement. Et qui était en train de mettre les bâtons dans les roues, c'était toujours tous ces politiques. Je vais être bref. Oui. Voilà. Tout ce monde, c'est-à-dire que dans le camp de l'opposition, tout le monde s'arrangeait qu'il y ait des blocages. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que notre ego prend le dessus. Notre intérêt personnel. Souvent, nous avons l'habitude de dire intérêt personnel, mais nous ne pesons pas le poids de ce que nous disons quand nous disons intérêt personnel. C'est vraiment le bien commun n'existe pas dans la lexique congolaise. Le bien commun n'existe pas puisque ce candidat n'a pas fait mon affaire. Il faut qu'il y ait le chaos. Il faut que nous tous, nous puissions perdre. Mais je pense que Félix, dans ce premier mandat, a relevé ce défi. On ne réussit pas à comprendre comment nous sommes partis du néant où il n'a rien dans le Parlement, il n'a rien dans le Sénat, il rassemble les gens, il réussit à jouer dans la même magouille que là où la population est habituée à baigner dans cette magouille-là pour s'attirer cette majorité-là et continuer. Malgré ça, il pose quand même de petites actions que nous pouvons voir. On a cité tantôt les routes, on a cité gratuité de l'enseignement, qui n'est pas parfaite, mais dont on entend parler. Parce que ça, c'est dans notre lignée. Personne, depuis 50 ans, ne nous a dit qu'on pouvait bénéficier de cette gratuité. Voilà. Personne n'a entendu parler de ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans cette lignée. Et moi, je pense que nous, par exemple, du côté de la diaspora, nous avons commencé à dormir la nuit. Parce que nous, on était rendus au point où même dormir, nous n'étions plus capables de dormir. À l'idée que demain matin, je ne sais pas ce qu'on dira de mon frère, de ma sœur, de ma mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé avec tout ce que j'ai dit, avec toutes les actions que j'ai posées. Qu'est-ce qui va arriver au mien demain? Mais quand Félix monte au pouvoir, ce souci-là s'en est allé, ça s'est envolé. Je pouvais dormir, moi, toute la nuit jusqu'au matin. Je me réveille sachant que ma famille est en sécurité. Et voilà. Je pense que sur le plan même, ne serait-ce que sur le plan psychologique, ce sont des éléments qui, moi, en tant que patriote, ça me fait dire, je continue dans mon élan, me battre pour mon pays. Parce que celui qui a la tête de ce pays-là ne mettra jamais mon frère ou ma sœur dans le gel, ou bien ne tirera pas sur lui parce que sa sœur de l'autre côté a dit des choses qui ne m'ont pas plu. Voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez que les sujets quand même assez chauds par rapport à ces deuxièmes mandats du Félix et surtout de l'avenir du Congo. J'aimerais un peu rentrer un peu plus en profondeur. Tantôt vous parliez en tout cas de cette histoire qui est quand même assez importante aussi pour la nation congolaise par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous aviez cité en l'occurrence Mobutu, vous avez cité Kabila, les pères puis les fils. Et par rapport au fils, on a quand même vu en tout cas Félix Tshisekedi qui rejoint en quelque sorte les combats que son défunt père était en train de mener. Et moi, je vais quand même vous poser une question par rapport à la justice. Est-ce que vous pensiez par rapport à son premier puis son deuxième mandat, est-ce que toutes ces personnes qui ont eu à commettre ces atrocités par rapport au Congo doivent être par exemple punies ou bien, écoutez, on veut tous aller en avant, on les lave et puis on oublie? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, je commence avec vous. En fait, je voulais juste revenir, je m'excuse, je vais répondre à ta question, mais j'aimerais quand même... Très brièvement. J'aimerais quand même juste revenir un petit peu à l'historique et à tout ce que ma sœur a dit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au Canada, dans la diaspora congolaise et un peu partout dans le monde. Nous envions un petit peu ces pays-là dans lesquels nous sommes par rapport à la démocratie, par rapport à beaucoup de choses. Mais est-ce que vous savez que tous ces pays-là ont eu, aujourd'hui, pour qu'ils soient comme ils sont aujourd'hui, ils ont dû passer par les guerres, ils ont dû passer par les bains de sang. Il n'y a aucun pays dans le monde industrialisé qui n'a pas eu à passer au travers des meurtres, de bains de sang, de guerres.
si on veut du changement, il faut qu'on accepte ça. Si on veut que les choses changent dans notre pays, il faut qu'on accepte ça. Parce que les gens qui ont le pouvoir veulent maintenir le pouvoir et veulent asseoir sur la population. Alors que c'est la population qui a le mot à dire. C'est la population qui est ici. Nous sommes une démocratie. C'est la population, en quelque sorte, qui doit décider. Exactement. Donc, ici au Canada, pour que nous soyons en une république, pour que le Canada devienne une démocratie, il y a eu des guerres ici au Canada. Donc, l'excuse que depuis, je sais pas... les anciens présidents et que parce que maintenant l'élection s'est très bien passée, que voilà, ça va bien, que bon, ça va. Pour moi, tant et aussi longtemps, comme je le dis, je le répète, tant aussi longtemps que le Congolais, ne mange pas à sa faim, pour moi, il y a pas à glorifier qui que ce soit, il y a pas à glorifier quoi que ce soit. Parce que si on te met au pouvoir, c'est dans le but de subvenir aux besoins de ta population. C'est dans le but de tout gérer. Donc, tant que tu n'as pas réussi cela, même si les gens avant toi, moi, je regarde pas ceux qui ont été là avant lui, je regarde lui. Tu dois faire mieux que les gens qui ont été là avant toi. Donc c'est un petit peu Est-ce qu'on est dans un débat ou bien on est dans Oui, on est en train de discuter, oui. On est en train de discuter, oui. Moi, je si vous pense pouvez je pense rebondir. que, puisqu'on ouvre cette parenthèse, moi je pense que je pense qu'on ne doit pas oublier le passé. Parce que quand nous devons juger quelqu'un, aujourd'hui, nous ne devons pas tenir compte seulement du fait que les Congolais doivent manger pour juger cette personne ou ne pas juger, ou dire que la personne est bonne ou la personne n'est pas bonne. Le passé est très important. Nous devons revenir sur le passé. Et c'est vrai, ma sœur, que ici, là, pour que nous admirions ce pays, on est passé par là. Le Congo aussi est passé par là. N'oublions pas nos plus de 2 millions de morts dont on parle. Le Congo est passé par là. Mais pourquoi chaque fois on doit toujours sacrifier pourquoi chaque fois nous devons toujours faire le culte de ce bain de sang pour que le Congo aille de l'avant? Et puis, rappelons que ce bain de sang-là, ce sont les enfants des autres qui passent par là. Ce ne sont pas les nôtres. Quand je dis tout à l'heure que nous sommes allés, nous étions un collectif de 7 mamans. Je faisais partie de ces mamans, j'ai rasé ma tête pour pleurer avec les mamans qui ont perdu leurs enfants au Congo. Jusqu'à quand on devait continuer à perdre ces enfants-là? Aujourd'hui, là, au niveau de la police, on est rendu à des quotas. 0 mort. C'est-à-dire que quand un policier descend dans la rue, on préfère qu'un policier arrête la poursuite automobile si cela peut sauver une vie. Est-ce qu'on veut pour autant dire que on doit pas poursuivre celui qui a commis le délit de fuite? On doit le poursuivre. Mais si cette poursuite-là est dangereuse, au point où ça va mettre en péril la vie de quelqu'un, le policier est dans l'obligation d'arrêter cette poursuite policière. Parce qu'on s'est donné des quotas, 0 mort. Pourquoi au Congo, nous devons utiliser aussi cette excuse-là des pays anciens qui ont bâti leur pays pour que nous continuions à perdre les nôtres? Si la race noire aujourd'hui n'est pas majoritaire au niveau du monde entier, c'est parce que pendant des décennies, il y a eu des bains de sang. 4 décennies qui passent sous l'esclavage, la colonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, dans le monde entier, la race noire est la race la moins peuplée parce qu'il y a eu des massacres et des génocides. Et nous continuons à être minorité alors qu'on devait être majoritaire. Il faut qu'on arrête avec l'idée d'aller sacrifier les enfants des autres pour que quelqu'un monte au pouvoir. Si l'esprit patriotique nous amène, nous habite, même si on met Fayoul au pouvoir, même si on met Jean-Pierre au pouvoir, même si on met Félix au pouvoir, si réellement nous sommes patriotes, nous tous, nous devons être rendus à un niveau où nous devons nous dire le Congo doit se relever. Qui est Félix au pouvoir, qui est Fayoul au pouvoir, qui est Jean-Pierre au pouvoir. Tant que c'est elle qui est au pouvoir, notre objectif, c'est 0 mort, c'est Congolais, nourriture, 3 repas par jour. Si nous arrivons, nous les Congolais, à élever, à transcender notre niveau, à un tel niveau de patriotisme, nous n'allons même pas nous asseoir ici pour discuter si le mandat de tel a été bon
ou n'a pas été bon. Mais je pense, oui, juste, je vais revenir sur vous. Je pense l'importance, en tout cas, de ces débats, c'est vraiment plus nous projeter par rapport à cet avenir du Congo qui passe bien évidemment par celui qui est en train de nous diriger. Et rapidement, si je vais revenir sur vous, mais si on devait se retrouver aujourd'hui dans une situation où Félix Tshisekedi, je ne le souhaite pas en tout cas, manquait en tout cas ses obligations des présidents et qu'on commençait à voir en tout cas dans son comportement une façon de faire un peu sanguinaire et tout. Tantôt vous parliez en tout cas des zéro morts et il y a en face cette population en tout cas qui a aussi les droits de surveiller si ses intérêts sont respectés et tout et qu'il décidait de descendre dans la rue pour manifester et que par la suite ces présidents qu'on espère en tout cas très patriotes en tout cas décident de réprimer avec des actions des forces et qu'il rejoint en tout cas de ces faits, ces côtés sanguinaires en tout cas. Quelle serait votre lecture par rapport à ça? Négative totalement et nous allons nous y opposer. Okay. Je dois souligner que je ne suis pas porte-parole de Félix. Ok. Je dois souligner également que je suis une journaliste engagée. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous portons comme casquette doit faire suivre cette mention, cette qualification d'engagé. Même si je chante, même si je parle, nous au Congo, en Afrique aujourd'hui, il faut que nous entrions dans cet engagement. Je ne suis pas porte-parole de Félix. Je ne suis pas dans la défense de Félix non plus. Il ne m'importe rien. Okay. Ce qui m'importe là, c'est que le Congo debout. Que le Congo demain soit debout. Si Félix aujourd'hui ne respecte pas les droits de l'homme, et c'est clair et net que nous allons réclamer son départ. Et même là, nous ne sommes pas en train de dire que tout ce qu'il a fait est bon. Pas du tout. Même pour le mandat qui s'ensuit, nous avons des attentes. Et nous avons des choses à dire à Félix qui doivent absolument changer. On n'est pas en train de dire qu'on applaudit Félix totalement. Nous sommes en train de dire que le chemin a été fait. Il a fait des choses qui sont bien jusqu'à date. Tout n'est pas négatif, tout n'est pas rose non plus. Pour moi, Félix, c'est le moins normal en fait. Ce n'est pas que on est là pour dire voilà, bravo, va de l'avant, tout ce que tu as fait est joli, chapeau. Non, ça s'en vient. J'espère qu'au cours de l'émission, nous aurons la possibilité de dire à Félix on s'en vient là. Ce n'est pas que nous t'applaudissons, nous sommes en train d'attendre. Nous attendons et ça doit se réaliser. Voilà, ça doit se réaliser. Ce qui nous fait rentrer à la prochaine question, celle de savoir, ça serait quoi aujourd'hui les priorités par rapport à ces deuxièmes mandats de Félix Tshisekedi. Je vais commencer avec vous au milieu. Je vais quand même essayer de revenir un peu, juste un peu. Oui, tout à fait. Essayer de balayer un peu ce que j'ai entendu, notamment de ma sœur juste à ma gauche, qui, bon, si je comprends bien, son souci à elle, c'est que la population puisse manger. Et c'est le souci de tout le monde. Est-ce que c'est le cas, vous le pensez? Bon, ça fait partie de mes soucis, mais c'est pas le souci principal. Bah, j'ai quand même entendu plus marteler là-dessus que la population doit manger à sa faim et tout, ce qui va avec. Je suis d'accord que la population doit manger, mais je pense que le bien-être du Congolais ne se réduit pas seulement à la nourriture. Je pense que le bien-être du Congolais se résume plutôt au bien-être général. Je pense qu'il y en a au Congo qui mangent très bien. Et aujourd'hui, si tu lui parles de manger, il va se dire, bon, ouais, moi, je mange déjà, ça va. Mais il y en a d'autres cas, il y a d'autres personnes qui ont besoin de la sécurité. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de l'éducation. Donc, le bien-être du Congolais est vraiment général. Tu vois, donc, on peut toucher la nourriture pour certaines personnes, mais la personne qui a besoin de la sécurité, elle se voit pas toucher nécessairement. Donc, pour moi, je pense que, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis contre ce que ma sœur a dit, que je regarde pas le passé. Moi, c'est 105 ans, il a mal fait. Non. Il est très important de regarder le passé pour savoir comment améliorer le futur. Okay. Et quand on regarde le passé, on vient vraiment d'un trou noir. Un trou noir, ma sœur à ma droite, qui a parlé de Mobutu pendant son temps de règne. On a vu comment le Congo a dégringolé. Kabila, le père, a essayé d'améliorer les choses. Il a essayé, mais il avait que 3 ans. Donc, on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur. Mais la personne de 18 ans, qui est donc Joseph Kabila, oui. Lui, il a vraiment enfoncé le pays. Et quand on regarde ça,
avec le 5 ans qu'on a donné à Félix, lui demander le ciel, je pense que ça serait vraiment méchant. Donc pour moi, je trouve que ce qu'il a fait, déjà à date, c'est à féliciter. Ouais, d'où la question des priorités. Oui, effectivement. Je trouve que, je l'ai dit dans mes propos avant, que ce que j'aime chez Félix et ce qui m'a vraiment permis de soutenir Félix, c'est que je vois cet amour du Congolais. Il a vraiment cet amour. Dans tout ce qu'il a fait comme action, tu vois que c'est porté vers la population. Il n'a pas tout fait, tout n'est pas parfait. Ça serait injuste de dire que tout a été fait, mais c'est quand même quelqu'un qui a l'amour pour le Congo. Quand tu regardes, je vais vraiment faire des comparaisons parce que c'est important. Quand tu regardes le règne de Kabila, tu sens que quand il est arrivé, il a tué des choses qui pouvaient amener la population à avoir sa fierté. L'éducation, il a tué. Il a tué plusieurs choses. Mais quand Félix arrive au pouvoir, il pense à l'éducation. Il pense aux enfants. L'une de ses premières décisions. Exactement. Tu vois, donc cet amour pour le Congolais, il regarde l'avenir de demain. L'éducation. Il a commencé la gratuité de l'enseignement. Et si tu regardes les infrastructures scolaires, il est en train de réhabiliter. Pourquoi? Parce qu'il pense à l'avenir. Il pense à l'éducation. Donc, pour relever une nation, on pense à l'éducation. Et il a fait. Si tu regardes les salaires, on n'en parle pas beaucoup, mais il a augmenté les salaires des militaires, il a augmenté les salaires des enseignants, il a augmenté... Est-ce que c'est prouvé sur papier, par exemple? Oui, il faudrait aller faire des recherches. Oh non, mais dis-nous, toi qui as l'information, on va les faire où, par exemple? Si tu peux, tu peux nous donner un lien ou comment on va faire ces recherches-là? Allez-y, regardez les émissions. Quelle émission? Regardez les émissions sur la RTNC. Il y a souvent le ministre des médias qui passe avec les ministères, les propres ministères qui parlent des évolutions. Et en ce moment, les salaires est à combien, par exemple? On pourrait aller faire des recherches. J'ai pas les chiffres avec moi. Non, sincèrement, je n'ai pas les chiffres avec moi. Mais il y a une évolution. Regarde. Juste par rapport au téléphone et tout. Je voulais voir si je pouvais voir ça sur le net, mais j'avoue que, si vous permettez, j'avoue qu'il y a pas mal, il y a des choses, par exemple, chez nous, que tu ne peux pas les trouver. Très traçable, la traçabilité. Plusieurs fois, j'ai fait des recherches. Qu'on n'a pas de preuves. Non, c'est pas qu'on n'a pas de preuves. Non, mais tu dis qu'on ne peut pas aller les chercher. Non, ça veut je dire dis que dans Google, je dis que dans Google, il y a des choses que tu ne peux pas trouver. Moi, par exemple, j'ai cherché la liste de tous les députés existants du Congo. Je suis allée taper dans Google, je ne les ai pas trouvés dans Google. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais dans Google, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'étais en train de vouloir googler pour voir si je pouvais trouver cette information-là. Mais je ne l'ai pas par rapport au salaire, parce qu'il parlait. Mais par contre, ce que moi j'ai appris, il y a des professeurs... et des militaires qui ont témoigné. Moi, j'ai suivi des vidéos, j'ai vu des vidéos qui ont témoigné que depuis qu'ils enseignent ou depuis qu'ils sont militaires, ils n'ont jamais vu de leurs yeux le salaire qu'ils ont perçu. Depuis que Félix est au pouvoir, ça a amélioré leurs conditions de vie. Ça, j'ai vu des vidéos, j'ai suivi. Par rapport à ce qui se faisait avant. Oui. Est-ce que ces personnes-là sont représentatives de la population congolaise? Pourquoi se concentrer sur Kinshasa, sur une petite groupe de personnes qui parlent, qui sortent pour faire un portrait de... On parle du Congo, on ne parle pas de Kinshasa, on ne parle pas de quelques professeurs, on ne parle pas de quelques personnes. Mais qui a dit que c'était seulement Kinshasa? Mais justement, vous n'êtes pas capable de dire que, bon, sur l'ensemble... On n'a pas les chiffres précis de l'augmentation. On peut faire des recherches. Peut-être les gens qui sont dans les coulisses peuvent faire des recherches. Mais il y a l'augmentation des enseignants, des infirmières et tout ça, les médecins. Ce que eux protestent, par contre, c'est l'augmentation du dollar. Il y a eu augmentation de salaire, mais le dollar ne suit pas. Mais il y a eu augmentation quand même. Tu vois. Et quand tu regardes tout ça, tu sens que la augmentation de combien, on ne sait pas. Mais il y a augmentation. Non, il y a augmentation. Comme je dis, et malheureusement... C'est les professeurs, les médecins... Les médecins, les militaires, les policiers et tout. Je pense on va retenir, désolé de vous arrêter, en tout cas on va retenir ces points de la volonté par rapport à ce qui doit se faire sur la population congolaise. C'est vrai que tout ne peut pas être réglé en 5 ans, je pense, c'est très peu par rapport à la grandeur du Congo aussi. Là maintenant je vais revenir sur vous par rapport aux priorités de manière vraiment très brève.
quelles sont les priorités aujourd'hui, si vous pouvez vraiment les énumérer. Comme ça, on va essayer d'avancer un peu plus vite. D'accord. Bon. Je voudrais aussi dire un petit truc avant de rentrer là-dessus. Oui, Faut pas faire très vite. très vite. Il faut pas faire d'amalgame, d'accord? Je suis pas, parce que ma sœur, elle a énuméré toutes les choses qu'elle a pu faire pour le Congo, qui sont très honorifiques, vraiment, c'est très bien. Vous savez, depuis 2011 que j'ai pris connaissance de tout ce qui se passe au Congo. J'ai participé à des marches. J'ai même moi-même initié beaucoup de choses par rapport au Congo et j'étais vraiment là, Kabila doit dégager. Comme tout le monde là, j'étais à fond dedans. Bref. Donc aujourd'hui, si je suis un peu, vous voyez, par rapport à Félix, c'est parce que, comme je l'ai dit, moi j'attends de l'excellence. Je me contente pas du peu. Je veux qu'ils comprennent qu'on veut qu'ils travaillent pour la population. On veut que, quand je parle de la population doit manger, c'est pas que ce n'est que ça. Que non, enfin, juste donner la nourriture à la population, puis c'est fini. Non. Comme il a dit mon frère, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les choses doivent changer au Congo. Notamment, comme il a parlé, l'éducation, la santé, les choses de base. Vous voyez? Dire qu'il a donné, je vais recommencer ça là. Oui, allez-y. L'augmentation de salaire ou encore la gratuité scolaire, c'est bien, hein, c'est bien. Mais combien hein, des écoles aujourd'hui qui ont la capacité d'accueillir tout ça? Tous ces enfants-là. Je peux intervenir. Tu vois? Donc, moi, mon problème avec... l'une de mes problèmes avec la gouvernance de Félix, ils ont de la bonne volonté, mais ils n'ont pas, la structure, tu vois. Avant de commencer à donner la gratuité scolaire, change le système d'éducation. Tu peux pas donner la gratuité scolaire et puis le système d'éducation, c'est la même. Il y a un professeur qui se trouve avec plusieurs élèves, ils sont pas très bien payés. Les élèves, les parents ne peuvent même pas, donner de quoi à leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc tout ça là, pour moi, c'est comme même si tu as fait la gratuité scolaire et qu'au fond, le fond du problème qui est le système ne fonctionne pas, il y a un problème. Il y a un problème. Mais au fait, c'est ça au fait le problème Très est de brièvement, savoir. oui. Quand on parle je vais reprendre mes idées. Quand on dit que la gratuité est là, mais le système est mauvais. Quelle est la priorité? Est-ce que c'est d'abord arranger les infrastructures? Pendant ces temps-là, il y en a qui sont à la maison qui n'étudient pas. Est-ce qu'on préfère d'abord arranger? Et en combien de temps on arrange? Un mandat, c'est 5 ans. Est-ce qu'on se dit, bon, on prend la première année? Parce que, comme je vous dis, il faut d'abord regarder le passé. Le Congo a été mis à terre plus de 30 ans. L'infrastructure qu'on doit arranger, ou bien la mentalité, les systèmes éducatifs qu'on doit arranger ne prendra pas un an. C'est quelque chose qui est continuel. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Pendant qu'il fait ça, mais quand même, il donne la gratuité de l'enseignement. Vous voulez me dire, excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui, vous voulez me dire, que parce que le Congo avec Kabila et tout ça, c'était mauvais et tout, il arrive, il donne la gratuité scolaire, et vous venez dire que les enfants... 4 millions d'enfants ont repris le banc de l'école avec la gratuité de l'enseignement. Donc, il va se concentrer à donner la gratuité scolaire. Il arrange le système petit à petit. C'est ce qu'il fait. Et que, bon, les élèves vont à l'école et tout, malgré que, comme je l'ai énuméré, il y a des problèmes au niveau du système. Donc, c'est mieux pour toi de d'abord amener les enfants à l'école, comme si ces enfants-là, avant Félix, là, ils n'allaient pas à l'école. Ils n'allaient pas à l'école. J'ai donné des chiffres, 4 millions d'enfants ont repris qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va changer un enfant qui n'allait pas à l'école et qui va dans l'école dans des conditions dans lesquelles rien ne rentre? Ce qui va changer, c'est que les 4 millions qui n'allaient pas à l'école étaient dans la rue, commettaient les koulouna qu'on appelle, commettaient des crimes, ils étaient dans la rue. Mais 4 millions qui reprennent les bancs de l'école, c'est moins des délinquants dans les rues. Ça, c'est déjà un positif. Donc, tu penses qu'un koulouna qui était koulouna, et là, il y a et la gratuité scolaire, c'est même pas au niveau de l'université, c'est pas au niveau c'est au niveau du primaire. Donc, un koulouna primaire de 5 ans va aller à l'école, puis ça va changer sa vie. La base de l'éducation commence au primaire. Donc, comme je dis, on va demander à Félix Tshisekedi de faire ce qui a été abîmé en 30 ans en 5 ans. Non, on lui demande pas de changer ce qui a été abîmé en 30 ans en 5 ans. C'est pas ça qu'on lui demande.
Léna, Monsieur Nelson, je pense là on est en train de s'écarter un peu du sujet. Donc si je dois résumer ce que vous aviez dit tantôt, c'est que la priorité serait aujourd'hui l'éducation et voilà l'éducation, la santé et les côtés alimentaires et tout. Oui. Tout ce qui est basique pour un peuple. Oui. Et est-ce que c'est un avis que vous partagez par rapport aux priorités de manière très, très brève? Moi, je pense on est en train de chuter, oui. Moi, je pense que je pense que cette douleur-là de voir Félix au pouvoir joue beaucoup sur certains de nos compatriotes. Le fait de ne pas le digérer, il leur fait fermer les yeux sur tout ce qui peut être positif. Et c'est difficile de montrer à ces personnes-là qu'il y a évolution. Quand j'ai décidé dans mon esprit que ici, là, je ne verrai que noir, même si cette page-là est blanche, puisque moi, j'ai déjà décidé que ça ne sera toujours noir, quels que soient tous les efforts que l'autre va fournir, je ne le verrai que noir. Il faut que nous changions d'abord ces lunettes-là, que nous voyions le Congo, que nous arrêtions de voir Félix. La personne. Que nous voyons le Congo. Où est-ce que nous voulons amener ce pays-là? Et ce n'est pas le travail juste de Félix. C'est pourquoi je reviens sur l'éducation, qui est la base, qui est la richesse qu'on peut donner à un peuple. Ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est de l'éducation. Ça, c'est la meilleure richesse, ça, c'est la première richesse qu'on donne à un peuple. C'est un travail que nous devons faire ensemble. Oui, il y a un président qui est comment dire, l'organe suprême, l'instance suprême de la nation pour coordonner les choses. Mais nous avons notre part. Et nous, tous Congolais, nous abandonnons cette part. Moindre chose, nous courons vers lui. Moindre chose, même des choses que nous pouvons arranger nous-mêmes, nous courons vers lui. Commençons dans nos milieux ici, nous les Congolais qui sommes ici là. Quelle possibilité nous avons donné à notre Congo de décoller? Le premier mandat, Félix a dit, venez investir au Congo. Citez-moi combien d'investisseurs se sont levés, Congolais, qui sont partis investir. La grande partie d'investisseurs qui ont eu des portes ouvertes, c'était des étrangers. Nous avons quel capital, nous, Congolais, pour aller investir au Congo? Alors que nous avons la possibilité de nous unir ensemble, constituer un fonds qui peut nous permettre d'investir au Congo. En parlant, je suis en train de faire allusion au fonds d'investissement que nous avons lancé, Fonds des Patriotes Africains. Quand nous allons mettre ça sur la table dans le pratico-pratique, il n'y aura que des critiques que nous entendons. Mais dans le pratico-pratique, nous pouvons constituer $1 milliard, nous, Congolais, rien que nous. Dans la seule ville de Kinshasa, selon les statistiques de 2011, nous sommes à plus de 23 000 Congolais. Dans la seule ville de Montréal, je voulais dire. Mais aujourd'hui, en 2023-24, nous sommes à combien de Congolais? Si nous lançons un fonds aujourd'hui pour aller investir au Congo, les Thaïlandais, les Pakistanais qui ont des supermarchés chez nous, qui font chier le monde entier, excusez-moi le terme, ces gens-là n'auront pas de place au Congo. Mais qu'est-ce que nous faisons seulement? Qu'est-ce que nous avons fait pour aider Félix à arrêter d'aller s'endetter au FMI, à aller s'endetter à la Banque mondiale? Qu'est-ce que nous avons fait, nous, diaspora, pour aller... Je pense que si nous voulons parler des priorités de l'avenir, nous devons nous considérer nous-mêmes d'abord comme priorité. Nous, la diaspora, nous pouvons devenir une force. Nous pouvons devenir un lobbying. Surtout vous, les jeunes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes en train de transformer Montréal. Prenez au sérieux ce que je vous dis là. Je vous parle de Bokota TV. Moi, j'ai vu Mouchia. Elle avait à peine 15 ou 16 ans, si je ne m'abuse, quand je l'ai connue. C'est une fille qui a travaillé dans le groupe Le Rocher. Mouchia que je vois aujourd'hui est de loin celle que je pouvais imaginer devenir, parce que nous ne connaissons pas l'avenir des gens. S'il y a une fille aujourd'hui qui fait la fierté de la communauté congolaise, c'est cette fille-là. Et vous là, avec ce que vous êtes en train de faire, prenez au sérieux ce que je vous dis. Quand vous parlez de l'avenir du Congo, ce que nous préconisons pour aider le Congo demain, vous, la jeunesse congolaise, vous pouvez être pour beaucoup dans le changement du Congo de demain. Si vous allez aujourd'hui avec $1 milliard à investir au Congo, c'est déjà comment dire,
un gros poids que vous enlevez sur les épaules de Félix Tshisekedi. Prenez ça au sérieux. Vous êtes capable de le faire. Parce qu'avec plus de 23 millions Congolais ici, si nous venons chacun avec $5 seulement par mois, nous sommes capables de réunir au moins $1 milliard pour des investissements où nous pouvons mettre sur pied des structures au Congo où le gouvernement va venir, au lieu de dire je vais au FMI, ils vont me prêter ce $1 milliard au taux d'intérêt de 80%. 80% d'intérêt que le FMI te prête de l'argent. Le FMI t'impose la main-d'œuvre. Il t'impose que pour ce projet-là, c'est nous qui gérons l'argent. C'est nous qui t'envoyons les gens qui vont venir travailler. Ce ne seront pas des Congolais. C'est pourquoi vous voyez les Chinois remplis chez nous, là, qui construisent des routes. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas d'architectes congolais? Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de constructeurs congolais? Vous voulez me dire qu'il n'y a pas tout ça? L'avenir du Congo aujourd'hui, arrêtez d'abord de regarder Félix là. Regardons-nous. Regardons-nous comment nous pouvons transposer une structure que nous pouvons aller imposer chez nous pour que nous arrêtions de dépendre des autres. Exactement. Sur le plan financier, nous sommes dépendants. On en a voulu à Félix d'avoir voyagé le monde entier. Pourquoi il voyageait le monde entier? Parce que nous, Congolais, nous ne lui avons pas donné la possibilité d'obtenir ce qu'il allait chercher ailleurs. Au Nord Kivu, à l'Est là-bas, il y a des jeunes qui se sont enrôlés pour défendre les frontières de notre pays. Mais aujourd'hui, Félix est en train d'aller prendre des militaires de partout. Vous voulez me dire que ces militaires qu'on prend partout là maîtrisent le Congo mieux que ces jeunes-là? Non. Ces jeunes-là se défendent d'abord pour eux-mêmes. Parce que le Rwanda vient chez eux, il lance la guerre chez eux, de sorte qu'eux puissent déguerpir, qu'ils laissent leur maison. Par peur et tout. Par peur, et eux vont maintenant exploiter le sous-sol pour piller toutes les richesses minières. Et ces jeunes-là ont dit, nous allons partir où? Tout ce que nous avons, c'est cette terre. Donc, la meilleure des choses pour nous à faire, c'est quoi? C'est de nous battre pour cette terre. Mais ces jeunes-là ne sont pas soutenus. Ils n'ont pas suffisamment d'équipement. Est-ce que ça nous préoccupe? Ils n'ont pas suffisamment d'équipement. Et ceux qui soutiennent le Rwanda, c'est qui? Des généraux congolais, des opposants, des jeunes constitués en société civile, qu'on finance par des organismes internationaux Oui. pour déstabiliser le Congo. Comme ça, Félix ne réussira pas à instaurer la paix à l'est du Congo et du coup, il va être incompétent. Est-ce que nous avons pensé à nous organiser pour munir ces jeunes-là, pour qu'ils défendent suffisamment les frontières de chez nous et que nos richesses n'aillent pas au Rwanda? Est-ce que c'est normal qu'un pays soit exportateur de l'or sans produire de l'or? Le Rwanda ne produit rien comme minerai. Mais c'est le Rwanda qui exporte aux États-Unis, partout dans le monde. Mais nous sommes là, assis, vous et moi ici, à discuter sur Félix. Qu'est-ce que nous préconisons pour permettre à ce Félix-là de dire j'ai quand même une population, j'ai quand même mes compatriotes qui comprennent les enjeux et qui vont faire quelque chose. Commençons par nous dire quelle est notre force. Vous aujourd'hui, vous ces jeunes-là aujourd'hui, dites-moi dans vos comptes personnels, qui peut me dire qu'il a $50 000 dans son compte? Alors que si nous bâtissons ici dans la ville de Montréal, la Caisse populaire des jardins, où chacun de nous met son argent, nous aurons une ristourne de pas moins de $5 000 par personne, par mois. Pourquoi nous ne voulons pas devenir riches? Pourquoi nous ne voulons pas utiliser notre intelligence et tout ce que nous sommes allés étudier dans les écoles québécoises canadiennes pour devenir riches collectivement? Pensez à ça. Je suis très sérieuse dans ce que je vous dis. Moi, je suis rendue à 51 ans aujourd'hui. Je suis en train de passer. Je suis en train de passer. Les forces sont en train de finir.
Bokota TV ici, là, c'est une révolution pour notre communauté. Il faut que vous alliez maintenant dans le concret. Il ne faut pas que nous parlions, que nos paroles s'envolent comme dans l'air. Il faut que nous disions, cette année 2024, même une petite pierre, nous devons la poser. Même une toute petite pierre comme ça, nous devons dire, voilà une action. Je vous parle du Fonds des patriotes africains en 2024 ici. Soit nous lançons Caisse populaire des jardins africaines, où nous allons mettre de l'argent, où nous allons influencer les dirigeants de chez nous, où nous allons imposer nos lois. Au lieu que ce soit le FMI qui va imposer les lois à Félix, nous, Congolais, constituant un lobbying, nous pouvons imposer nos désidérates à Félix. On dit au ministère, il doit être aujourd'hui premier ministre de l'information. Serge, il va être ministre aux affaires économiques. Parce qu'il fait partie de ce fonds que nous avons créé. Par nous-mêmes. Et nous connaissons notre intégrité. Ça va avec l'argent, le capital humain, le capital financier et la probité morale. Voilà. Parce que dans le gouvernement de Félix aujourd'hui, nous avons ce problème là-dedans. Vous parlez de l'argent, des vols par-ci, par-là. Parce que nous avons un problème d'intégrité morale. Qui on va mettre à la tête? Qui va gérer un gros nombre, une grosse somme d'argent de manière intègre? De manière intègre. Voilà le gros problème de Félix. Il travaille avec qui? Il va travailler avec qui? Il faut des gens intègres. Voilà. Je pense les messagers en tout cas passés, vous comprenez que voilà, nous abordons ces points de l'avenir du Congo et les avis en tout cas et les opinions sont très importantes. Toza Pena besoin Rotang Abino dans les commentaires. Boé Bisso, pardon, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète comme nos intervenants viennent de les faire? Et Rosa Bisso, vraiment plaisir. Il y a Rotang Abino P, il y a qu'au répondre Abino. Là on est en train de chuter faute de temps. J'espère qu'on aura... C'est vraiment faute de temps parce que moi, je n'avais pas fini mes propositions. C'est ça. Mais je pense, j'aurais... J'en ai des propositions, moi. Moi, en tout cas... Pour Félix, j'ai des propositions, moi, à faire à Félix. C'est ça. Moi, je pense, je parlerai à ma productrice. Oui. J'aimerais avoir une discussion avec vous, long format, où on abordera vraiment tous ces points qui je pense, en tout cas, parce que sont là, très pertinents. On l'a un peu caressé. Hein, oui, il faut bien que nous entrions en profondeur. Ouais. On a des propositions. Exactement. Oui. Donc là, on est en train de chuter rapidement les élections qui se sont passées. On a parlé des fraudes, on a parlé de toutes ces problématiques. Et moi, j'aimerais un peu que vous me donnez en tout cas des manières très 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 rapides, en tout cas, hormis Félix Tshisekedi, par rapport aux candidats qui étaient là. Je cite d'ailleurs Katumbi, Fayulu ou encore les docteurs Mukwege. Pensez-vous en tout cas que ils avaient aussi leur chance à pouvoir diriger ces Congos, ou même après Félix Tshisekedi, de manière très 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 brève, 2 minutes par personne, comme ça on va pouvoir chuter. Je commence avec Sanoui. Okay. Bon, moi, comme je l'ai dit, je vais pas me cacher, moi mon candidat était connu, Félix, donc à part Félix, je vais aller candidat par candidat. Katumbi, Dieu merci, j'aurais vraiment pas voulu qu'il soit président parce que au Congo on a besoin. Dieu merci. on a ce problème là d'identité et Katumbi, son identité est très mitigée. Donc ne connaissant pas nécessairement ses origines, tantôt il est italien, tantôt il est zambien, tantôt il est XY. J'aurais vraiment pas voulu qu'il soit président. On a eu ce problème là avec Kabila, sachant pas d'où il vient. On a vu ce qu'il a fait à la population. Donc, Katumbi, ça n'aurait pas été la bonne personne pour diriger. Fayulu, comme je dis, moi, au départ, j'étais Fayulu. Malheureusement, avec le 5 ans de Félix, Fayulu s'est plutôt positionné tant que, au lieu de proposer, au lieu de travailler sur son image qu'il avait acquis grâce au soutien notamment de Jean-Pierre Bemba dans le temps, Katumbi et tout ce qui va avec, il s'est plutôt transformé comme une personne négativiste. Okay. Et ça l'a beaucoup desservi, beaucoup des gens l'ont quitté, même ses propres collaborateurs, beaucoup de gens l'ont quitté parce que ils voyaient beaucoup cette ambivalité. Il était ambivalent. Ambivalence, oui. Excusez-moi, ambivalence dans ses propos. Et malheureusement, ça l'a beaucoup desservi. Dr Mukwege étant le prix Nobel, je pense qu'il avait vraiment beaucoup de chance et de support, mais
à se positionner maintenant, c'était un peu difficile parce que c'est quelque chose qui se prépare et je trouve qu'il n'avait pas beaucoup de préparation, il n'a pas vraiment eu beaucoup le temps de travailler sa personne en tant que personne politique. Politique et tout. Malheureusement, ça n'a pas donné, mais moi, comme je dis, contente de ce que Félix Tshisekedi est redevenu président parce que pour moi, c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Léna, très rapidement. Ouais, très rapidement. Bon, moi, personnellement, tous ces candidats, j'étais pas vraiment, il n'y a pas vraiment un candidat qui venait vraiment me chercher, comme on dit ici. Je serais plus penchée vers le docteur Mukwege, comme mon frère l'a dit, si il avait été dans la politique un peu plus longtemps. Okay. Tu vois, je pense qu'il a beaucoup de potentiel et c'est la personne que moi je voyais, mais peut-être pas maintenant. Donc, en gros, il n'y a aucun politicien dans ces candidats-là qui m'inspire confiance, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux donner un point par rapport à... Je veux juste prendre l'avis ici. Et non, peut-être c'est mieux. Oui, allez-y. Aussi, pourquoi Dr Mukwege, j'étais un peu mitigé aussi, parce que en regardant les personnes derrière lui, notamment le président Sarkozy de la France, Bill Gates et tout ce qui va avec, c'est des gens qui étaient derrière Dr Mukwege. Et ce qu'on sait de ces personnes, c'est quand même eux qui profitent de l'insécurité qu'il y a dans l'Est. Okay. Et voyant que c'était les soutiens de Dr Mukwege, je commençais un peu, parce que moi, soit c'était Félix, soit c'était Dr Mukwege. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'ils s'y sont prononcés? Ils se sont prononcés comme disant qu'ils soutiennent... Il y a des images. Si tu vas voir le voyage de François Hollande, il était allé voir le Dr Mukwege au Congo. Dans le cadre du prix Nobel de la paix? Pas du tout. Dans le cadre de quoi? Et puis, il faut faire très attention avec... Je pense là, c'est vraiment... Non, il faut faire très attention avec qu'ils se sont prononcés parce que la politique, c'est comme la communication. Il y a la communication directe et indirecte. Direct et indirect, oui. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Il y a aussi les coulisses. Et dans les coulisses, on sait très bien ce qui s'est passé entre les Occidentaux et le monde de Dr Mukwege. Si vous permettez, moi, je peux aller enchaîner directement. Oui, exactement, oui, bien sûr. Oui. Moi, je crois que Félix est le moins médiocre. Je ne pense pas que Félix soit vraiment totalement capable, mais dans le sillage politique, le paysage politique actuel, je pense que c'est le moins médiocre. Voilà. Merci beaucoup. Et aujourd'hui aussi, on doit quand même les dire, c'est l'actualité. On assiste, voilà, à la création d'autres partis politiques, notamment, en tout cas, de ces personnes qui sont considérées comme étant très proches du président actuel, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que Fachi devait avoir une crainte par rapport à son entourage? Oui. Bon. L'entourage, comme je dis, la politique, c'est la politique. La politique est très sale et je pense que ces gens, notamment Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et toutes ces personnes ne sont pas avec Félix parce qu'ils aiment Félix. Ils sont avec Félix pour leurs propres intérêts. Et la politique, malheureusement, c'est un monde d'intérêts. Et je pense que ces gens sont là pour leurs intérêts. Mais ce que j'aime avec Félix Tshisekedi, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour pour le Congo. Vous pouvez le voir par rapport à ses actions. C'est quelqu'un qui a l'amour pour le Congo. Et si vous avez même le temps d'aller vérifier dans son investiture, dans ses paroles, il s'est même excusé sur des choses qu'il n'a pas pu faire pendant son mandat. Donc tu sens que la personne a l'amour pour voir son pays évoluer. Et par rapport à ça, je pense que devant les opportunistes qui sont autour de lui, il pourra s'imposer. Et je pense que le Félix Tshisekedi qu'on va voir au deuxième mandat sera plus intransigeant que le Félix qu'on avait au premier mandat. Parce qu'au premier mandat, il devait asseoir son pouvoir. Voilà, je pense qu'il est un peu plus large. Mais pour son deuxième mandat, je pense qu'il sera très intransigeant. Je vais vous prendre en dernier. Juste, vous écoutez aussi par rapport à est-ce qu'on doit parler des craintes, par exemple? Il y a beaucoup de craintes. Okay. Il y a beaucoup de craintes. Moi, je pense simplement que ne réfléchissons pas en étant des spectateurs. Menons une réflexion en étant des acteurs. Considérons-nous là-dedans. Disons-nous, quel rôle je peux jouer là-dedans pour que ça réussisse? Et moi, je crois que la formation académique, la formation professionnelle, nous l'avons suffisamment. Il faut l'intégrité
autour de Félix. Il faut la loyauté autour de Félix. Il faut la fermeté. Il faut la dictature. Il faut que pour l'Afrique et pour le Congo, il faut à un moment, il faut que nous rendions, il faut que Félix se rende à une certaine dictature. Okay. Il faut créer, il faut bâtir une structure. Ma soeur l'a dit à un moment donné, là. Il faut une autre structure qui sorte des cadres légaux établis par l'Occident. Okay. Je regarde Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, si je ne m'en abuse. Oui. Un garçon de 35 ans. 35 ans, il Oui, est dans la trentaine, oui. Il est dans la trentaine. Regarde la révolution que ce garçon est en train de faire. On a la chair de poule. Félix, à un moment donné, avait tapé le poing sur la table lorsqu'il a répondu à Macron, à Kinshasa. Des choses qu'on ne pouvait jamais s'imaginer dans le passé, qui ne se faisaient pas. Macron, à quel âge? Macron, je peux le faire à soi, je peux l'enseigner, je peux lui donner des cours. Mais comment on nous malmène encore aujourd'hui au Congo? Il faut, au deuxième mandat ici, Félix doit taper le poing sur la table, sur les membres de sa famille, sur ses amis, sur des relations. Il leur a donné la possibilité de manger l'argent de l'État. Maintenant, là, il faut bâtir un autre cadre légal où on va dire non à ça, non à ça. Voilà comment nous allons fonctionner. On va nous donner comme 2 ans, par exemple, comme le Japon l'avait fait il y a 20 ans. Il s'est enfermé. Il s'est enfermé pour bâtir son pays. Le Japon était fermé au monde entier. Oui. Rien n'entrait, rien ne sortait. Ils ont bâti leur pays. Parce qu'au Congo, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le faire. 2 ans sans musique, sans danse, sans église, sans religion, sans... 2 ans où les gens travaillent. Exactement. Sur les structures qui vont rendre nos institutions fortes. Une fois que nous avons des institutions fortes, tu montes, tu descends. Si tu dois passer à la justice, tu passes à la justice. Si tu dois aller faire les travaux communautaires, tu vas à la travaux communautaires. Si tu dois faire la prison, tu fais la prison. On a dit que toutes les voitures qui vont rouler à Kinshasa vont avoir le volant à droite. Toutes les voitures à droite. Toutes les voitures qui roulent à Kinshasa vont avoir le volant à gauche. Les volants. Même si tu es ministre, même si tu as rapporté 50 voitures que tu vas offrir à la population. Si on a dit non, on a dit non. Ça nous prend ce cadre-là qu'il faut bâtir. Et moi, moi personnellement, je rêve de faire ce travail-là en commençant par la ville de Kinshasa. Voilà, ça c'est mes ambitions maintenant là. Comment réussir à sortir de ce qui est fait chez nous? Parce que chez nous, il faut passer par des partis politiques. Comment réussir aujourd'hui à faire en sorte que notre constitution donne la possibilité aux gens qui sont la meilleure façon, c'est d'abord de nous structurer nous-mêmes, nous qui sommes à la diaspora, nous sommes une force incommensurable. C'est-à-dire que nous pouvons nous asseoir, bâtir d'abord notre projet, notre plan. Tu vois comme les maisons de construction emportées qu'on vient, on a déjà déposé une préfabriquée et tout. Des maisons préfabriquées là. On peut déjà ces maisons là, on a déjà confectionné ça quelque part. On vient seulement, on vous pose ça. La diaspora doit être rendue à un niveau où il vient transposer quelque chose qu'il a déjà conçu. Il vient, il pose. Voilà. Merci beaucoup. Et Léna, par rapport à la question. Ça rejoint un peu... ça résume en tout cas. En fait, ça résume vraiment, moi, mon souci pour le Congo, c'est le système. Le système doit vraiment être retravaillé, Félix doit vraiment s'attarder là-dessus, doit vraiment s'attarder aussi sur les personnes qui l'entourent, de vraiment faire le ménage, parce que oui, on peut le reprocher de tout, mais il travaille pas tout seul, il travaille avec des gens, et ces gens-là aussi doivent avoir la conscience qu'ils travaillent pour le pays, et que il n'y a pas à faire d'escroquerie, il n'y a pas de faire de je mets mon frère, je mets ma cousine, toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Donc il est président, on peut rien y faire, donc il doit ben oui, on peut rien y faire, on est là. Donc même si la procédure des élections, comme je l'ai dit au début, c'est catastrophique, 73%, on se demande comment il est arrivé à là, mais bon, c'est pas grave, c'est un fait, voilà, c'est un fait, en tout cas c'est votre point de vue, mais c'est un fait.
Donc, comme on nous l'a imposé en 2019, on nous l'impose encore cette fois-ci. Donc, tout ce qu'on veut, que maintenant, qu'il travaille, qu'il change l'opinion des gens comme moi qui ont critiqué son premier mandat et qu'aujourd'hui, on voit les choses différemment. Voilà, c'est tout ce que moi je le souhaite. Peut-être, en tout cas, il y aura cette possibilité à l'avenir du Congo sous un deuxième règne, en tout cas du président Félix Tshisekedi. J'ai entendu, on a écouté vos points de vue par rapport à ça. On a abordé la question de l'historique, l'avant Tshisekedi. On a parlé de ce qu'il a déjà eu à accomplir, les priorités, mais aussi de l'autre côté, il y avait un peu ces côtés opposants, en tout cas, de dire voilà, Assali Boité, c'est très important et c'est ça aussi qui fait, en tout cas, je pense, la force d'une communauté quand on arrive en tout cas à avancer ces genres d'opinions. C'est parce qu'au final, on a tous une volonté commune, c'est de voir les Congos avancer, c'est de voir les Congos changer. Je suis en train déjà de chuter. Rapidement, votre avis général par rapport à l'émission, par rapport à cette question qui a été abordée. Pour conclure, je commence avec Léna. C'était des très très bonnes questions. C'était des questions très pertinentes. Donc voilà, je te remercie de m'avoir invité ici, d'avoir échangé un peu. Quoique j'ai encore beaucoup à dire. Peut-être pour une autre fois, il n'y a pas de souci. Mais sinon, franchement, le cadre était très bien. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léna. Oui, mêmement, merci pour l'invitation. C'était très bon. Je pense que ça a été soulevé ici. Je pense que Bokota est un mécanisme de changement aussi. Et oui, Félix ne pourra pas tout faire, la politique et tout, c'est vrai. Mais il faudrait que nous aussi, diaspora, qu'on puisse s'intégrer. Et je pense que Bokota est un bon canal pour le faire. Et vraiment, merci. Et je vous encourage, continuez. On néglige pas le faible commencement, donc il faut vraiment plus donner ce genre de temps d'antenne à la diaspora, aux jeunes. Et il y a beaucoup de choses, pas seulement au pays, il y a beaucoup de choses qui doivent changer même ici dans notre diaspora. Exactement. Donc je pense que Bokota est un bon canal pour le faire. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites déjà et bonne continuité. Merci beaucoup, Nelson. Et vous? Mais je pense que je vais me répéter parce que j'ai déjà fait allusion à ça. Ah ça, oui. Oui, je vais vous dire peut-être des choses qui certainement ne pourront pas plaire peut-être à d'autres personnes qui vont m'écouter, mais je me dois de vous le dire. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 51 ans, j'ai grandi, j'ai fait mes expériences et c'est vrai que j'ai des projets, mais je ne suis plus à un stade de ma vie où je dois faire plaisir à quelqu'un, je dois me taire sur quelque chose pour ne pas blesser telle ou telle autre personne. Vous êtes en train de faire un travail que vous n'imaginez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de jeunes vous suivent. J'ai une fille de 18 ans. Elle va avoir 19 ans cette année. S'il y a une émission des Congolais, si parmi les émissions des Congolais qu'elle suit, il y a votre chaîne. Donc, des sujets que vous abordez, ça les intéresse et ça les touche directement. Par exemple, le sujet où, quand vous partez à Kinshasa, moi je ne l'avais pas suivi, c'est elle qui m'a parlé de ça. Quand tu pars au pays, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut trouver, des choses comme ça. Elle était captivée comme ça. Ah bon, ok. Parce qu'elle a déjà voyagé, elle est déjà allée à Kinshasa, elle est partie au Cameroun, etc. Mais tu vois, elle a encore de l'intérêt à aller dans tel ou tel autre pays d'Afrique. C'est quand même leurs origines, ils découvrent. Et ces choses-là, ils le trouvent, ce genre de sujet-là, ils le trouvent dans vos émissions. Vous êtes des jeunes comme eux. Vous devez non seulement pérenniser le travail que vous faites, mais encore vous asseoir pour vous dire, par exemple, cette année, c'est quoi notre objectif? Je vois vous, mon cher, vous aimez le cadre bien, beau, professionnel, c'est très bien. Oui, il faut payer de l'argent, mais dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez? Dans l'avenir, est-ce que vous pensez que vous allez payer toujours pour louer ou vous pensez vous-même à un moment donné, achetons notre espace, mettons notre argent ensemble, allez vers des investissements collectifs. Vous dépensez moins, mais vous gagnez ensemble plus. Les bénéfices vont venir plus parce que chacun va donner un peu, mais vous allez gagner et les dividendes, vous allez vous les partager un peu, mais vous pérennisez une structure. La structure reste. Exactement. Beaucoup de temps, on ne veut pas que demain, ça n'existe plus. Nous voulons que demain,
ça devienne comme TV5, comme France 2, comme... vous voyez, vous devez aller vers ça. Si nous avons quitté nos pays, nous sommes venus au Canada, c'est pour que vous fassiez ce que nous n'avons pas pu faire. Il faut que vous gardiez ça à l'esprit. Vous avez l'esprit grand, vous avez de grandes ambitions. Foncez vers ces grandes ambitions-là. Nous ne voulons pas disparaître, parce que nous restons à travers vous. Il faut que vous preniez ça au sérieux. Moi, je le dis parce que demain, je ne veux pas apprendre qu'on a fermé, ça n'existe plus. Non. Faites ce que nous n'avons pas pu faire. Et la meilleure façon pour moi, asseyez-vous. Réfléchissez comment vous pouvez acheter votre truc. Achetez vos matériels. Achetez vos trucs. Installez-les. Comme ça, vous allez dire, moi, j'ai déjà mis de l'argent. Il est hors de question que je perde. Parce que quand tu as mis ton argent quelque part, tu as mis ton cœur là. Il faut que ça réussisse absolument. Et vous avez l'obligation de réussir. Vous êtes l'intermédiaire entre nous qui finissons et nos enfants qui viennent. Nos enfants vous regardent. Nous aussi, on vous regarde. Moi, c'est avec beaucoup de fierté que je viens à une émission de mon enfant. De mon enfant. Demain, là, quand ces présidents-là, ces dirigeants-là arrivent au Canada, ils doivent chuter sur quelle chaîne? Ils doivent chuter ici. Et quels moyens vous leur donnez? Vous allez continuer à... Vous avez les cartes ouvertes. Vous avez une jeunesse qui vous suit. Mettez les plans sur la table. Allez vers cette jeunesse-là. Sollicitez-les. Impliquez-les qui viennent prendre des parts dans Bogota. Pour qu'ils deviennent demain comme TV, Radio-Canada, TVA. En tout cas, très émouvant, très émouvant. Merci beaucoup, merci à tout un chacun de vous. Et j'espère que les messages ont en tout cas très bien passé et que la seule manière en tout cas de vraiment répondre à ce que vous aviez dit, c'est à travers les actions. Et ça, en tout cas, au nom de toute l'équipe, on vous les promet et on travaille très fort pour ça. Merci en tout cas, merci à vous de nous avoir aussi suivis, d'avoir été connectés jusqu'à la fin. Abonnez-vous et surtout écrivez vos avis en commentaire, partagez. Nous sommes aussi disponibles en balado pour ceux-là qui aiment en tout cas écouter via les plateformes d'écoute numérique, en l'occurrence Spotify, Bogota TV. Vous allez nous trouver. Faites aussi un tour voir nos autres vidéos. Ça nous fera en tout cas plaisir. C'est une manière pour vous de nous soutenir à produire du très bon contenu. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Merci. Ciao.